Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 29 juillet 2024, il est 18h et comme chaque soir, on se retrouve pour un nouveau journal. Tout de suite, les sujets qui font la une de l'actualité en ce début de semaine. À Chamonix, le problème des meublés touristiques vient de faire l'objet d'un vote pour réguler leur nombre et favoriser le logement à l'année. Le territoire devient le premier de France à limiter ce type de location en montagne, nous le verrons. Et puis nous irons à Saint-Julien-en-Genevois. La sous-préfecture poursuit sa reconstruction plus de 2 ans après l'incendie qui a ravagé son bâtiment. Ce vendredi, les élus se sont réunis pour un point d'étape sur les futurs travaux de réhabilitation. Les détails à venir avec Fanny Savard. Je vous en parlais à l'instant, c'est l'une des problématiques intrinsèquement indissociables des zones touristiques de montagne. Le problème des lits froids touche de nombreux villages-stations de notre territoire et pour lutter contre la prolifération de ces locations touristiques de courte durée, la vallée de Chamonix vient de voter une limitation du nombre de ces biens. Une décision qui devrait permettre aux communes concernées de reprendre la main sur leur foncier, tout en générant de nombreuses données sur le marché immobilier local. On fait le point avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. L'essor touristique de la vallée de Chamonix n'est plus à démontrer. Lieu aussi symbolique qu'historique, la capitale mondiale de l'alpinisme attire chaque jour de l'été plusieurs dizaines de milliers d'excursionnistes. Des visiteurs qui choisissent pour certains d'investir dans la vallée en achetant un ou plusieurs biens destinés à la location touristique. Une tendance désormais encadrée et limitée grâce à une décision du conseil communautaire. Ils ont voté une vraie avancée sur la première fois qu'en montagne, dans une station, on accepte de réguler les meublés de tourisme. C'est ce qu'on appelle en fait classiquement les Airbnb, les Abritel, toutes ces plateformes-là. Et donc il y a une régulation qui a été proposée au conseil communautaire de la vallée de Chamonix et qui a été acceptée avec un bien pour les Ouches et Chamonix et 2 biens pour Servoz pour pouvoir le louer en meublé de tourisme. Une mesure qui devrait donc obliger les gros propriétaires à désormais déclarer leurs différents biens et de proposer ces meublés de tourisme à la location saisonnière ou à l'année. Un changement essentiel dans une vallée où les besoins en logement restent soumis à une pression foncière particulière. On sait qu'on est passé en quelques années de 2500 à près de 4000 biens sur la vallée de Chamonix qui sont mis sur ces plateformes. À titre d'illustration, à Chamonix, on a à peu près 15 000 biens immobiliers au total. Donc on voit le pourcentage, c'est probablement pas loin de 30% du parc immobilier qui est mis en location sur ces plateformes. C'est donc gigantesque. Donc il est temps de mettre une régulation sur ce sujet pour ne pas déstructurer ni notre hôtellerie, ni surtout les parcs de logements permanents mis à disposition de nos habitants. Mais bien loin de vouloir porter préjudice aux locaux, la décision a également pour but d'obtenir de nombreuses données sur le parc immobilier de la vallée ainsi que sur ses propriétaires. Des informations qui permettront d'affiner les mesures pour s'adapter au mieux aux réalités du terrain avant de s'exporter dans d'autres zones montagneuses également touchées par la problématique des lits froids. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle étape s'ouvre pour la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois. Après le violent incendie qui l'a mis hors d'usage en 2022, le bâtiment public aura bien droit à une reconstruction. La ville a tenu à le réaffirmer ce vendredi en présence d'élus du territoire en inaugurant la bâche de l'édifice. Les précisions avec ce reportage de Fanny Savard. C'était en mai 2022, souvenez-vous, la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois partait en fumée. 2 ans plus tard, la ville dévoile une bâche sur la façade afin d'envoyer un signal positif à la population. L'inauguration de la bâche, c'est symbolique. Ce qu'on voulait vraiment, c'est que vous, la presse, et puis les habitants de Saint-Julien, entendent que la volonté, depuis le début, ils nous le dit, depuis le début, on leur dit que la sous-préfecture sera reconstruite en état. Je veux dire, en respectant le patrimoine et en faisant le maximum, le plus proche possible du patrimoine. Construite en 1862, la sous-préfecture fait partie des bâtiments clés de la ville, aussi bien pour son architecture que pour ses fonctions administratives. Elle est importante parce qu'elle se situe dans un arrondissement qui est un arrondissement en plein développement, dans le département de la Haute-Savoie, qui est lui-même un des départements français qui connaît la plus forte croissance démographique. C'est l'arrondissement de Saint-Julien qui augmente le plus sa population, qui a dépassé désormais les 200 000 habitants. C'est un département, un arrondissement avec des problématiques complexes, notamment transfrontalières, avec la présence de Genève, du canton de Genève tout à côté. Les pouvoirs publics espèrent une réouverture du bâtiment à la fin de l'année 2027, mais pour l'heure, les travaux n'ont pas encore débuté. Il y a les discussions entre les assurances
et l'État, puisque c'est un incendie accidentel, comme il pourrait y avoir un incendie dans une maison ou dans une usine, c'est exactement les mêmes procédures, donc c'est toujours un peu long. Et puis ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, d'un mal, il naît toujours un bien. Et donc la reconstruction se fera avec un bâtiment qui sera aux normes et qui sera beaucoup plus fonctionnel. Dernier point à éclaircir, le coût total de la reconstruction. Ce dernier n'a toujours pas été acté. Il reste encore à estimer le montant des remboursements liés aux assurances. En Savoie, les habitants de Venton et de la Bâtie vont devoir retourner aux urnes d'ici quelques semaines. Il ne s'agira cette fois-ci pas d'élections législatives mais de municipales partielles pour les deux communes. Concernant la Bâtie, les électeurs sont appelés à voter pour renouveler le conseil municipal dans son intégralité, soit 21 conseillers au total, ce dernier ayant perdu un tiers de ses membres. Pour Venton, les électeurs sont convoqués pour élire seulement 5 conseillers municipaux, plusieurs sièges étant vacants. Dans les deux cas, le rendez-vous est donné le dimanche 22 septembre et en cas de second tour, le scrutin se déroulera le dimanche suivant, soit le 29 septembre. Un petit mot de tourisme à présent. Malgré un début de saison difficile à cause de la météo, la station de Châtel aux Portes du Soleil connaît une légère hausse de sa fréquentation. Le taux est même en augmentation par rapport aux années précédentes, avec 7% d'estivants en plus. Les précisions de Bernard Hugon, directeur général délégué de la SAEM Sport et Tourisme de Châtel. Ce milieu de saison se passe plutôt mieux par rapport au début de saison où la météo n'était pas avec nous. On a eu depuis mi-juillet quelques belles journées et là, aujourd'hui, on a effectivement une très très belle journée et j'espère que ça va continuer malgré ces petits problèmes de canicule dont on nous parle. Quoi qu'il en soit, les clients sont au rendez-vous. On a beaucoup de personnes qui réservent et donc justement, je peux vous donner, on est à plus de 59% de réservation sur le mois d'août. Donc, et le mois d'août n'est pas encore bien entendu terminé, donc ça va continuer à progresser. C'est vrai que ce début de saison a été très difficile et assez incertain. De notre côté, on a bien sûr le VTT qui est très puissant, non seulement à Châtel, mais dans les Portes du Soleil. Que ce soit les autres stations ou nous-mêmes, on attire beaucoup de clients avec des événements et des manifestations importantes à ce titre. Et aussi notre côté village qui est très apprécié de la clientèle, soit de la clientèle qui a l'habitude de venir et de revenir. On a des taux de revoyure, comme on dit, très importants. Les clients sont très heureux de revenir à Châtel. Et puis d'autres viennent découvrir cette station. Et sachant qu'on est en altitude néanmoins, pour la Haute-Savoie, c'est déjà assez haut, on a beaucoup de clients qui viennent pour respirer l'air frais et en même temps le bon air. Et puis on termine ce journal avec une escapade culturelle et en pleine nature au Fort-l'Écluse. Niché à flanc de montagne, l'édifice domine le Rhône depuis le Moyen-Âge. Bien connu dans le pays de Gex, il est un passage obligé entre Collonges et Bellegarde. Réhabilité il y a plusieurs années, il est ouvert tout l'été au public. Je vous propose de visionner ce reportage réalisé par Victoria Lopez et diffusé en juillet 2023. Adossé à la montagne, le Fort-l'Écluse semble taillé dans la roche. En son cœur, on croit sentir les vibrations de la terre et apercevoir les centaines de soldats qui ont résidé ici. Site historique et fascinant, à la vue imprenable sur le Rhône, il est resté longtemps fermé ou presque. Je vais vous montrer la terrasse. J'ai traîné mes baskets ici quand j'étais jeune parce que en fait, c'est un ancien fort militaire qui a été abandonné. Enfin, il a été vendu par l'armée, mais il était abandonné, il n'y avait plus personne, donc accessible par tous les habitants. Donc tous les habitants du pays de Gex connaissent le fort, enfin les habitants d'un certain âge. On crapahutait dans la galerie, sur les terrasses. L'association de protection et de mise en valeur du fort a œuvré pour sa réhabilitation et sa réouverture au public. Pays de Gex Agglo en a fait aujourd'hui un lieu ouvert et animé. Avec 4 expositions différentes, le visiteur plonge dans l'histoire des lieux ou encore dans les secrets de l'orage. Il peut admirer des œuvres d'art contemporains inspirées de l'architecture du bâtiment ou encore découvrir les rhinolophes. Ces toutes petites chauves-souris reviennent chaque année faire leur petit dans les galeries des cheminées du fort. Suivis par des scientifiques, on peut les observer en direct via de petites caméras installées en toute discrétion au plus près de la colonie. Mais un plus grand défi attend encore le visiteur.
L'ascension des 1000 marches est inévitable pour accéder à la partie haute du fort et pouvoir s'essayer au parcours acrobatique. Vous avez un parcours soldat qui fait 1 heure, 1 heure et demie en temps pour le réaliser, qui est plutôt ludique et accessible pareil à partir d'1,30 m. Et vous avez le parcours officier qui est un petit peu plus technique, d'une durée de 45 minutes. D'autres préféreront sans doute accéder à la partie haute par la Via Ferrata, à condition d'avoir son propre matériel pour grimper en toute sécurité. Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, tout un programme d'animation est à découvrir tout au long de l'été. C'est la fin de ce journal dédié à l'actualité de notre territoire. Merci pour votre suivi de l'information sur notre chaîne et merci à toute l'équipe pour son travail. Dans quelques instants, je vous laisse avec la météo du jour présentée par Thierry Paulme. Mais avant ça, on se quitte avec des images de la 34e édition de la 6000D, un événement trail qui s'est tenu du 25 au 27 juillet en Savoie. Quant à nous, on se retrouve demain même heure pour un nouveau point sur l'actualité locale. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.